Après des mois de teasing et de polémiques, le dernier film de Christopher Nolan, l'Odyssée, est enfin sorti. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette sortie était attendue, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. La filmographie de Nolan a toujours divisé entre ceux qui pensent que Nolan est le meilleur réalisateur de notre époque, et ceux qui trouvent que son cinéma est peut-être impressionnant, mais fade et sans émotion. Et l'Odyssée ne fait pas exception à la règle, il y a juste à regarder le nombre de pouces rouges qu'il y a eu sur la bande-annonce officielle pour voir que ce film-là divise énormément. Il y a eu tellement de polémiques dessus que franchement, waouh. Car pour beaucoup, le film serait beaucoup trop woke, car le film a dans son casting, entre autres Elliot Page, un acteur transsexuel, qui avant était Ellen Page. D'ailleurs, Hélène de Troyes, représentée par Lupita Nyong'o, une actrice à la couleur de peau noire, et en même temps un casting qui est complètement dénué de comédiens grecs, alors que le poème d'Homère fait référence certes à un récit mythologique, mais qui se base sur la Grèce antique, sur le contexte de la Grèce antique. Mais j'ai pas envie de parler de tout ça aujourd'hui, parce que ça m'intéresse pas spécialement, mais j'ai surtout envie de parler d'un autre sujet qui a fait énormément de bruit. Trop. Beaucoup trop. IMAX like that. IMAX and IMAX. Parce qu'effectivement, la campagne de communication autour de ce film a tourné, je trouve, beaucoup trop autour du fait que l'Odyssée est le tout premier film entièrement tourné en IMAX. C'est simple, je crois que sur toutes les interviews que j'ai vues, Nolan ne fait parler que de l'IMAX. Il y a que ça. IMAX like that. IMAX and IMAX. Et je sais pas pour vous, mais personnellement, quand on me rabâche toujours encore et encore et encore un seul et même argument, pour moi, ça présage pas grand chose de bon, j'avoue. Mais je pense qu'il est jamais bon de juger une œuvre sans l'avoir vue. Et maintenant, le film est sorti le 15 juillet 2026 aux États-Unis et 2 jours plus tard en France. On peut donc se poser maintenant une question. Est-ce qu'on se serait pas un petit peu fait enfler par le marketing du film ? Vous connaissez forcément l'histoire de l'Odyssée, ou du moins en partie, qui nous raconte l'histoire d'Ulysse qui essaie de rentrer chez lui après la guerre de Troie, et il va lui arriver pas mal de péripéties qui font que son retour va être très très long, de plusieurs années, quasiment 10 ans il me semble. Et pendant ce temps-là, sa femme Pénélope, qui elle est restée au royaume, tente de tenir bon, de tenir le coup, alors qu'il y a des dizaines de prétendants qui essayent de se remarier avec elle, car ils pensent tous qu'Ulysse est mort, et donc ils souhaitent acquérir la place de roi d'Ithaque. Voilà globalement l'histoire, que vous devez connaître. Et maintenant que je l'ai vu, qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai toujours été très mitigé sur le cinéma de Nolan. J'ai beaucoup apprécié The Dark Knight Rises, j'ai également beaucoup aimé aussi Inception et Interstellar, mais j'avoue que Dunkerque et Tenet m'ont un petit peu laissé... ouais. Et Oppenheimer, je l'ai trouvé assez cool, mais pas vraiment mémorable en fait. C'est du Nolan, donc forcément c'est bien réalisé, il y a quand même du gros moyen, les acteurs jouent vraiment tous très bien. De là avoir un Oscar, je sais pas, honnêtement. Il y a des scènes que j'ai trouvées vraiment bien réalisées, hein, franchement. Il y avait celle avec la sorcière Circé que j'ai trouvé vraiment très bien, ça marche vraiment bien. Surtout que je me rappelais plus exactement de ce qui allait se passer, donc j'ai été surpris, et franchement, en plus là, les effets spéciaux et pratiques sont vraiment intéressants. J'ai beaucoup aimé aussi le passage dans les enfers, mais bon, je suis un petit peu un fan de l'Islande, alors est-ce que c'est étonnant ? Je ne sais pas. Et la musique de Ludwig Göransson, si je ne dis pas de bêtises sur la prononciation, en fait, elle était assez intéressante, mais ça m'a pas marqué. Et d'ailleurs, ce compositeur n'est pas inconnu, parce qu'il avait déjà travaillé avec Nolan sur Oppenheimer et Tenet, il me semble. Il avait également aussi travaillé sur Tenet, la saga Black Panther, il me semble, et The Mandalorian. Donc c'est pas quelqu'un qui est inconnu au bataillon, mais là pour le coup en fait il nous a fait une musique qui je trouve fonctionnait dans le film, mais là honnêtement je ne m'en souviens plus du tout. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Et c'est un peu le même reproche que je fais du coup au reste des points du film en fait, c'est que oui c'est bien mais ce n'est pas mémorable. La photographie qu'a utilisée Nolan, bah moi elle m'a pas fait rêver. J'ai pas trouvé ça impressionnant. On nous a vendu justement un film épique, j'ai pas réussi à sentir l'épique justement dans ce film. D'ailleurs, les films de Nolan ne sont jamais vraiment devenus des références en termes de photographie.
L'image est réaliste, l'image est assez jolie, mais elle reste très naturelle et c'est assez neutre, je trouve. Mais ce qui m'a dérangé un peu le plus, c'est qu'on nous a vendu un péplum, quelque chose d'épique. Et je n'ai pas du tout ressenti cette épique, en fait. Je n'ai pas été impressionné, justement, devant le film. Genre ça, vous trouvez ça épique, vous? Ou ça? Et même ça? Désolé, mais pour moi, c'est pas épique du tout, en fait. Alors certains se sont un petit peu extasiés en disant que oui, mais regarde, tout est fait au naturel, et il y a très peu d'effets spéciaux, et du coup, voilà, c'est grandiose. Désolé, mais pour moi, non. C'est pas parce que justement c'est fait sans effets spéciaux, même si ça avait été fait avec effets spéciaux, désolé, mais pour moi, ce n'est pas grandiose. J'ai jamais eu ce ressenti que c'était épique. Je le répète, désolé, mais vraiment, ça m'a vraiment dérangé. Je suis sorti du film en me disant, ce film n'est pas épique. Et certains m'ont dit que si jamais je n'ai pas été impressionné, c'est parce que je ne l'ai pas vu en IMAX, que je ne l'ai pas vu dans son format d'origine, le format que Nolan voulait nous montrer en fait. Que je ne l'ai pas vu dans le format que Nolan voulait nous présenter. Et on en vient au cœur de cette vidéo. Comme je l'ai déjà dit, la promotion du film a été faite entièrement autour du fait que ce film est le premier à avoir été tourné entièrement en IMAX 70 mm. IMAX like that. Et c'est pas la première fois que Nolan utilise l'IMAX, il a déjà utilisé dans beaucoup de ses films, mais seulement pour quelques scènes. Là, c'est vraiment la première fois qu'il l'utilise vraiment pour tout le film. Mais du coup, j'ai deux questions. Déjà de 1, est-ce que les gens savent vraiment à quoi ça correspond, l'IMAX? Et est-ce qu'ils savent que c'est juste une grosse arnaque? Alors je sais qu'en disant ça, je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais j'anticipe déjà un petit peu les contre-arguments qu'on pourrait me donner, et je tiens à préciser déjà de 1, qu'on risque de me dire « Oui, mais toi, est-ce que tu t'y connais pour vraiment donner ton avis et savoir mieux que tout le monde ?» Alors désolé, mais en fait, je ne suis pas juste un gars qui a lu la fiche Wikipédia pour savoir ce que c'est. Je suis photographe depuis plus de 10 ans, et entre autres, j'ai fait des études là-dedans, et je fais également aussi partie du monde du cinéma depuis plusieurs années. Je suis réalisateur et j'ai déjà travaillé sur plusieurs tournages. Donc je ne suis pas juste un gars lambda qui a lu une fiche Wikipédia et qui raconte juste comme ça et qui essaye de dire du mal juste pour faire du buzz. Je connais un minimum le sujet. Attends, le gars il fait des photos et il pense nous expliquer ce qu'est le cinéma. Non mais attends, t'es qui toi? Juste un personnage secondaire qui permet d'apporter un peu plus de dynamisme à tes vidéos et apporter aussi une pointe de contradiction. Ok. Donc vas-y, c'est quoi le rapport entre le cinéma et la photo? Eh bien le rapport c'est ça, la pellicule. Alors ce n'est certes plus très utilisé aujourd'hui, mais quand on parle d'IMAX, on parle de ça. Alors, pas ce modèle-là plus précisément, mais ça a un rapport avec les pellicules. Alors, je vais pas rentrer dans un cours magistral, mais je pense que vous savez tous ce que c'est une pellicule. À l'époque de l'argentique, et les films avant le numérique étaient tournés sur des pellicules. Et en fait, comme l'IMAX c'est de la pellicule, mais en fait, on parle encore de ça. Et lors d'un tournage d'un film, ou même en photographie, le choix de la pellicule est assez important. Alors des fabricants qui en proposent, il y en a plein, hein. Vous connaissez forcément Kodak ou alors Fujifilm, et elles ont chacune leur spécificité. Et le choix de telle ou telle pellicule avait un impact réel sur le film. Déjà parce que certaines coûtaient beaucoup plus cher que d'autres, mais aussi parce qu'elles n'avaient pas le même rendu. Par exemple, les pellicules de Kodak étaient réputées pour être beaucoup plus chaleureuses et beaucoup plus contrastées que les images de Fujifilm par exemple, qui elles étaient beaucoup plus douces et tiraient un petit peu sur le vert, les bleus dans les basses lumières. Il fallait vraiment réfléchir au type de pellicule que vous vouliez, parce que ça allait avoir un impact sur toute la production du film. Ah, donc quand mon grand-père me parlait de 16 mm, Super 8 et tout ça, enfin non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu sais à quoi ça correspond? À la taille, je suppose? Alors oui, c'est ça, mais la taille de quoi? Alors, c'est la taille de la pellicule en millimètres. Plutôt ici, là, comme ça. En général, si jamais tu parles de 35 mm, ça veut dire que de là, il y a 35 mm. Perforation comprise. Et en hauteur, en fait, tu choisis ce que tu veux. Alors, je le redis, mais ça, c'est une pellicule photo. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, même si le principe reste le même. Si tu exposes ton image sur 2 perforations, tu auras en gros un ratio d'image de 39, et si tu en mets sur 3, alors tu auras un ratio de 1,85, qui correspond en gros à du 16/9 que vous connaissez très bien. Mais comment on choisit alors? Eh ben c'est simple, l'argent. Bah oui, parce qu'en fait, une pellicule, ça coûte cher. Sur une même longueur de film, si jamais tu tournes ton image sur 2 perforations ou alors sur 4, pour une même longueur donnée, en fait, tu utilises le même nombre de pellicules, mais tu n'as pas le même nombre d'images du coup à l'intérieur. Donc certes, tu auras une image plus petite, mais tu en auras 2 fois plus. Donc ça dépend forcément du budget. Et de si tu veux concurrencer la télévision.
Le rapport? Quand la télé est arrivée, elle a fait peur au monde du cinéma, parce que pour la première fois, tu n'étais plus obligé d'aller au cinéma pour voir un film. Ou un autre programme d'ailleurs. Mais surtout les films. Les studios ont donc commencé un petit peu à flipper, et ils ont dû trouver des moyens de ramener les gens en salle. Game la Team Shape! Salle de cinéma. D'ailleurs, c'est assez drôle de se dire que on a le même débat et on a les mêmes problématiques aujourd'hui avec le streaming, par exemple. Et pour attirer un public au cinéma, il fallait l'impressionner. Avoir quelque chose qu'on ne peut pas avoir à la télévision. Il fallait donc faire en sorte de privilégier les ratios beaucoup plus larges. Et ainsi adapter aussi les écrans de cinéma. Parce que quand tu étais chez toi à la télévision, tu voyais ta télé au format quasiment carré en tout petit, et que tu te retrouvais au cinéma, du coup, devant un écran hyper large comme ça, forcément ça impressionne beaucoup plus. Les réalisateurs ont donc commencé à tourner sur une plus petite surface de la pellicule, pour avoir un ratio beaucoup plus large. Mais forcément, pour avoir une image plus étendue, on se retrouve à avoir du coup moins de surface de pellicule impressionnée, avec toutes les contraintes que ça impose. Et ils se sont dit à l'époque, du coup, on n'a qu'à copier les photographes. C'est-à-dire... Et une des différences entre les pellicules faites pour les photographes et pour les cinéastes, c'est l'orientation. Là où au cinéma, avant, on filmait en format vertical, chacune des images arrivait ici, les photographes, eux, avaient la pellicule en horizontal. Alors certes, on garde la même largeur d'un côté, ici, mais on a une zone beaucoup plus étendue sur la pellicule. Donc la zone d'impression est beaucoup plus grande. Et c'est ce qu'on a appelé le VistaVision. Ok, mais ça explique toujours pas ce qu'est l'IMAX. J'y viens. Alors comme je l'ai dit, chaque pellicule a ses petites particularités. Et en gros, pour simplifier, plus une pellicule est grande, moins le grain est prononcé, et tu as plus de détails sur l'image. Parce que forcément, tu agrandis la zone d'impression, donc tu as plus de détails. Et pour avoir une image de plus grande qualité, on pouvait choisir forcément différents types de pellicules. Là où le cinéma amateur, c'était en général du 8 ou 16 mm, on s'est retrouvé avec, principalement dans l'industrie du cinéma, des bobines de 35 mm, mais certains ont commencé à utiliser des bobines de 70 mm, donc 2 fois plus grand que le format standard. Ah, c'est donc ça l'IMAX. Tu vois, je savais même pas. Alors non, pas encore, parce que là où, traditionnellement parlant, on filme justement en format vertical, certains se sont dit, on va prendre la pellicule 70 mm et on va la mettre de côté. Et c'est ça l'IMAX en fait, c'est juste une bobine de 70 mm, donc on a tourné l'orientation pour avoir une plus grande zone d'impression. On a donc une surface d'impression qui est bien plus grande avec ses qualités, mais aussi ses défauts, et le défaut principal étant le budget. Parce qu'effectivement, tourner dans une pellicule 70 mm, qui est 2 fois plus grande qu'une 35 mm, ça coûte bien plus cher. Alors si en plus au lieu de filmer sur une petite zone, tu décides de le tourner comme ça sur une zone bien plus grande, forcément tu vas utiliser beaucoup plus de pellicules. Mais c'est vrai qu'avec ce procédé, tu as une image bien plus grande, donc avec bien moins de grains, et en général un petit peu plus de détails. Oui, mais je comprends pas, parce que tu dis toi-même que justement, bah, c'est plus grand, donc il y a moins de grains, il y a meilleure netteté, enfin, c'est une bonne chose alors, donc il est où le problème? Le marketing. Tu vois cette photo? Tu la trouves comment? Bah, très bien, elle est jolie. Ok, quoi d'autre? Vous ayez froid? Ça va, mais c'est pas trop là où je voulais en venir. Le cadrage par exemple, t'en penses quoi? Bah, le cadrage, il est bien, enfin, on voit bien la modèle, enfin, ouais, il est bien le cadrage, pourquoi? Tu penses que ça aurait changé grand chose si j'avais laissé le format d'origine, donc en étant comme ça? Bah, c'est plus haut, on voit un peu plus de neige, de ciel, mais c'est tout, enfin, la modèle, elle a pas changé, quoi, donc, bah, ça ne change pas grand-chose, quoi. Voilà, l'important quand on choisit son cadre, autant en photo qu'en cinéma, c'est comment est-ce qu'on remplit le cadre? Comment est-ce qu'on met son sujet en valeur à l'intérieur de ce cadre? Et donc, je vois pas le rapport? Est-ce que tu sais combien de salles dans le monde proposent une diffusion en 70 mm IMAX? Non. Une quarantaine dans le monde. En fait, Nolan et les studios qui l'ont accompagné savaient très bien que la majorité, voire même l'écrasante majorité des spectateurs ne verront pas le film dans le ratio dans lequel lui il l'a pensé, mais dans un ratio différent. Donc quand ils ont tourné le film, ils ont pensé le film bien plus de manière horizontale que verticale. Alors tu peux penser ce que tu as envie, mais tu vas pas me dire que franchement, dans l'Odyssée, il y a des plans qui sont vraiment pensés pour ce format quasiment carré. À part avoir un petit peu plus de mer d'eau ou alors avoir un peu plus du buste de Pattinson, franchement, il n'y a rien d'autre intéressant dans le cadre. Donc je suis désolé, mais ce film n'a pas été pensé pour un ratio IMAX.
D'autant plus que je suis désolé, mais comme je l'ai dit plus tôt, je n'ai pas trouvé que ce qu'il y avait à l'image était vraiment impressionnant. Et désolé, mais si je filme un rouleau de sopalin avec une caméra IMAX, ça ne rendra pas soudainement mon rouleau de sopalin un peu plus épique, un peu plus grandiose. Tu peux filmer ce que tu veux, si ce que tu filmes n'est pas grandiose, ça ne sera pas grandiose. Peu importe le cadrage. Le cadrage peut aider, et c'est tout, il va aider le sentiment de grandiose. Il va pas le créer. Ça me fait penser que l'autre jour, j'ai regardé Justice League, la version de Zack Snyder, qui, lui, pour le coup, a pensé son image au format quasiment carré. Et d'ailleurs, pas la peine de me dire oui, mais quand on aura le Blu-ray, on pourra tous le regarder dans son format d'origine, parce que je tiens à préciser que si jamais tu veux regarder ce film dans son format d'origine, donc on va dire en IMAX, donc quasiment au format carré, tu vas le regarder sur ta télé, qui est en 16 neuvième, qui est petite. Donc du coup, tu vas avoir justement, en fait, juste ton film qui sera plus petit, avec des bandes noires sur les côtés. Waouh, c'est impressionnant. Et c'était exactement ça sur le film de Zack Snyder. C'était beau, hein, mais j'ai pas été impressionné. Juste le cadre était bien rempli, c'est tout. Mais tu l'as dit toi-même, il y a moins de grains, plus de détails, tout ça. Enfin, c'est tes mots, c'est toi qui l'as dit. Ouais, c'est vrai. Sur ce que là, t'as raison. Mais tu sais combien de cinémas en France proposent une projection pellicule? Seulement 3. Dont une seule, celle à Montpellier, qui propose vraiment un ratio, enfin un écran au format IMAX, 70 mm. Les autres, c'est de l'IMAX, certes, mais un peu plus petit. Et donc ça veut dire que tous les autres cinémas proposent une version du film numérisée. Est-ce que tu commences à voir venir la douille? Le standard de diffusion dans un cinéma, c'est au format 4K. Plus précisément au format 4K DCI. DCI, c'est juste pour dire que c'est la version cinéma. Ça rajoute juste, je crois, 256 pixels en largeur. Voilà, c'est tout. Ça couvre même pas la pellicule justement de l'IMAX. Donc peu importe comment a été tourné le film, tu ne le verras forcément qu'en 4K maximum. Avec la dégradation, la perte d'informations, etc. Enfin, tout ce que ça implique. Sauf effectivement dans les cinémas qui proposent une projection pellicule. Donc 3 en France. Mais du coup, si jamais on le voit en 4K, ça sert à quoi de nous vendre que ça a été fait en IMAX alors? Le marketing. Parce que, en fait, ça fait cool de dire que justement tu as tourné tout ton film en IMAX 70 mm. Que tu as créé un caisson pour éviter que le son de la caméra soit trop bruyant pour pouvoir filmer les dialogues. Alors, je suis super content qu'il y ait de l'innovation dans le cinéma, et franchement, ce qu'a fait Nolan, c'est quand même plutôt cool. Mais le problème, c'est pas lui, le problème, c'est la promo qui veut nous vendre quelque chose d'extraordinaire, alors que derrière, en fait, on se retrouve à avoir la même chose que ce qu'il y avait avant. C'est dommage. Et en y repensant, en fait, c'est le même problème que ce qu'on a eu justement, en fait, quand le 4K est arrivé, les écrans 4K. Parce que tout le monde nous disait ouais c'est super en fait, on a fait des trucs en 4K, des vidéos en 4K, les caméras en 4K, etc. et tout. Sauf que personne n'avait de télé 4K pour regarder. Donc on se retrouvait tous à avoir des images en 4K où on se disait tous waouh c'est génial, alors qu'en fait on les voyait en 1080. Alors pourquoi on utilise l'IMAX? Pourquoi ça existe si tout revient en 4K? Alors en fait c'est principalement utilisé dans le monde des effets spéciaux. C'est un peu rigolo par rapport à Nolan, enfin bref. Parce qu'en fait, vu que ton image elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus détaillée, en fait, il y a beaucoup plus de matière pour que les artistes VFX puissent travailler dessus. C'est beaucoup plus confortable pour eux. Et c'est le même principe dans les documentaires où l'IMAX est beaucoup utilisé parce qu'on s'en fiche du son et que, en fait, ça te permet de pouvoir capter, on va dire, ce qui se passe et après de pouvoir recadrer un petit peu comme tu veux dans l'image. Mais la finalité de tout ça, c'est que tu regardes le tout en 4K maximum au cinéma. Et en 1080 si t'es chez toi avec un écran, on va dire, basique. Oui, donc au final, tu l'as aimé ou pas? Parce qu'à part cette histoire de 70 mm, il est bien ou pas le film? T'as aimé? Alors honnêtement, si, j'ai bien aimé, hein. Le film, il a des bonnes qualités, mais en fait j'ai l'impression que les gens se sont fait un petit peu avoir avec ce marketing de 70 mm IMAX, parce que je suis sûr et certain que si la campagne n'avait pas été tournée autour de ça, si jamais personne n'avait dit que le film avait été tourné en IMAX, je pense que quasiment personne ne l'aurait su. Personne n'aurait vu la différence en fait entre l'image IMAX et un film comme Inception ou autre. Personne. Ok, peut-être les plus professionnels d'entre nous, les plus connaisseurs, ceux qui voient justement ce qu'apporte du coup l'IMAX, mais franchement, les autres, ils auraient rien vu en fait. Et en fait, ce qui me gêne avec le cinéma de Nolan, c'est que je trouve qu'il fait des bonnes choses, il a un univers, il a une vision, il a une patte, on aime ou on n'aime pas, mais il propose quelque chose, et ça, je trouve ça vraiment cool. Mais il y a des personnes qui l'ont tellement érigé comme étant un génie absolu, ils vont tout lui laisser passer en fait. Et il y en a beaucoup qui vont juste essayer de l'excuser simplement parce que c'est Nolan. Si le film avait été fait par quelqu'un d'autre, je suis sûr qu'il se serait pris une grosse tannée. Honnêtement, hein.
Et d'ailleurs, c'est assez récurrent dans le monde de l'art, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Tu prends une peinture, tu le montres à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, et tu lui dis qu'est-ce que tu en penses. Il va te dire bon, c'est un peu nul, les couleurs sont fades, les dimensions sont bizarres, etc. Et si jamais tu reviens et tu dis bah voilà, en fait ça a été fait par, je sais pas moi, Monet, enfin un grand peintre ou autre, et bah là tout le monde va te dire waouh, mais en fait c'est génial. Alors que sans savoir que c'était ce peintre-là, en fait, tu penses que c'est de la merde. D'ailleurs, cet effet de halo, le marketing l'utilise énormément. C'est pour ça que sur beaucoup de films, quand tu regardes l'affiche ou même les bandes annonces, c'est marqué réalisé par le producteur de, réalisé par un tel, réalisé par tel truc. Parce que tu te dis que si jamais ces films-là avaient été bien, que tu les as appréciés ou non, et ben en fait tu vas te dire mais voilà, forcément je vais avoir quelque chose qui est qualitatif. Alors que ça se trouve c'est vraiment nul en fait. Sauf que désolé mais ça ne fonctionne pas sur moi. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui ont vu le film, qui l'ont apprécié, sont victimes du marketing. Je dis juste que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont pu l'apprécier, comme plein de gens peuvent apprécier McDo. Et on sait tous que c'est pas forcément gage de qualité. D'autant plus que j'ai entendu énormément de personnes me dire que waouh, le film il est épique. Franchement, il y a des scènes du coup où franchement ça frôle le cinéma d'horreur, etc. et tout. Le film est grandiose, etc. Et en fait, j'ai juste cette impression que mais en fait, on a tellement été habitué à des films un petit peu plus mouais que du coup là, on se retrouve à être devant un film qui est juste un peu plus haut que la moyenne et que tout le monde trouve que waouh, parce qu'on a été habitué à un petit peu avoir de la merde. Ouais, le film il a des qualités, mais j'ai pas non plus vu quelque chose d'extraordinaire. Il aura un Oscar parce que c'est Nolan, mais franchement, si on est complètement honnête, il apporte pas énormément de choses. Et encore moins de l'épique. Enfin bref, je trouve que le marketing nous a bien enflé sur ce film. Je pense qu'il aurait mérité une autre communication pour apporter autre chose. Mais bref, est-ce que toi tu l'as vu en IMAX? Est-ce que tu l'as vu en 70 mm? Dis-moi ce que tu en as pensé, est-ce que tu as trouvé ça épique? Bref, tu connais la chanson, n'hésite pas à t'abonner. Là, c'est la première vidéo d'une longue série. Et bah, à une prochaine. Allez, ciao.